Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti ! Alors pour ce mois de mai, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Alors, installez-vous confortablement, une boisson chaude, un bon fauteuil, et c'est parti pour la chronique des lectures. Alors, pour le bilan du mois de mai de mon challenge du livre Mystère 2024, j'ai lu 5 livres. Ce qui est plutôt pas mal. Je pensais pas en lire autant vu les bricasses que la pioche a choisi pour moi. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai fini le dernier livre ce matin aux aurores. Donc, c'était parfait. Donc, 5 livres. Ok, c'est parti. Le numéro 1. Alors, il s'agit du tome 2 de l'Assassin royal, l'assassin du roi de Robin Hobb. Je vais pas, bien entendu, vous faire un résumé du tome 2 pour pas vous spoiler la série si vous ne la connaissez pas. Je vais donc vous faire plutôt le résumé du tome 1 qui m'a énormément plu quand je l'ai eu entre les mains et j'espère que ce petit résumé vous donnera tout autant envie. Au château de Castelcerf, le roi subtil loin-voyant règne sur les 6 duchés. Il est aidé dans sa lourde tâche par son fils Chevalerie, qui, comme son père et tous les nobles du royaume, porte le nom de la qualité que ses parents espéraient le voir développer. Ainsi, le frère du roi servant s'appelle-t-il Vérité, et leur demi-frère, né d'un second lit, Royal. Suite à une aventure restée inconnue de tous, Chevalerie donne à la lignée un nouveau descendant, un bâtard, dont la simple existence va bouleverser le fragile équilibre qu'avait établi le roi pour contrôler ses turbulents fils. Ce héros, malgré lui, nommé Fitz, voit son avenir s'assombrir au fil du temps. Alors que les autres enfants ont déjà leur place à la cour et dans ses intrigues, lui devra la mériter et servir la couronne en devenant ce que personne ne voulait être, l'assassin royal. Au service de son roi, il apprendra les poisons, le meurtre et la trahison. Entre autres, bien entendu. Alors là, il y a de très nombreux tomes, donc je ne vais pas tous vous les détailler. Je vous indique juste que ce sont des romans de fantasy. Et pour mon avis, alors avec le premier tome, je m'étais vraiment régalée. Suivre la vie de Fitz, le personnage principal, et tout ce que ça implique, c'est fascinant. Dans le tome 1, on apprend à connaître ce petit garçon que l'on voit grandir au fur et à mesure dans un monde bien construit, mais pas assommant. Ce qu'il y a de bien dans cette série, c'est qu'avant chaque chapitre, l'autrice nous fait un petit paragraphe qui nous met dans l'ambiance directement et on n'a pas besoin de plus. Cette intro à chaque début de chapitre nous suffit à comprendre ce monde, ses règles, sa politique et tout ce qui va forcément influencer les conflits sous-jacents. Et que dire de Fitz ? À part qu'il est attachant et qu'on tourne la page pour connaître la suite de sa vie, on vit avec lui, on pleure, on rit, on a peur avec lui. Nous avons ici une très longue série, comme je vous le disais plus haut, il y a plus d'une dizaine de tomes à ce jour et ce sont des tomes où on le voit grandir et vivre toutes ses aventures, mais qu'importe qu'il y en ait autant, je prendrai le temps qu'il faut pour les lire parce que avec ce tome 2 j'ai continué à vraiment me passionner pour l'histoire de sa vie. Il y a une écriture de l'autrice, une façon de présenter la fantaisie, de suivre Fitz tout simplement, qui est vraiment passionnante. Du coup, vous vous doutez bien que le tome 3 m'attend déjà dans ma palle. Alors n'hésitez plus, si le peu que je vous en ai dit vous a intéressé, jetez-vous dessus, c'est une série qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de Nevernight, N'oublie jamais, de Jake Christophe. Le résumé. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté, Mia Corveret a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Livrée à elle-même, elle erre dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traquée par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Dans cette institution, où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec
est punie de mort. Mais si elle survit à son initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. De ce que j'en sais, il y a 3 tomes. On est encore dans un monde de fantasy. Et j'ai trouvé l'héroïne, Mia Corveret, formidable. Au niveau de l'histoire, on est autant dans une école de meurtriers que dans Scholomance, le livre que j'avais lu en avril et qui m'avait absolument pas plu. Donc la ressemblance s'arrête là, parce que là, j'ai adoré lire ce tome 1. On entre dans un monde noir, dangereux, très bien construit. On suit plusieurs apprentis assassins, Mia, Trick, Aisling, Carlotta, Gentilhomme entre autres, et on s'y attache carrément. Ils sont profonds, ils ont tous un passé difficile qui les a menés dans cette église rouge. Leur but est de gagner une place de l'âme qui les distinguera parce qu'ils seront les meilleurs, mais pour en arriver là, ils laissent, malgré eux ou à cause d'eux, beaucoup de cadavres, et pourtant, on les suit. On veut qu'ils réussissent, chacun ayant un but final précis qu'on veut qu'ils atteignent. La vengeance, la reconnaissance, la liberté, peu importe, on les suit. Entre les cours dans la salle des chants du Shahid Solis, la salle des poches du Shahid Greffier, la salle des masques du Shahid Aléa et la salle de vérité de Shahid Tueuse d'araignées, notre héroïne se forme au combat à l'arme blanche, au vol, à la séduction et au poison. Toutes les armes que doit posséder une bonne lame sans y perdre quelque chose à chaque fois. C'est une lecture que je vous conseille si vous aimez ce type d'intrigue, vous ne pouvez pas manquer de vous régaler. Et il y a 3 tomes, de quoi avoir vraiment, de quoi se satisfaire de la suite de leurs aventures. En revanche, le seul bémol pour moi que je partage avec vous, c'est d'avoir été déconcentrée quelque peu dans ma lecture du récit par les notes en bas de page. Elles sont très utiles, je ne dis pas le contraire, puisqu'elles introduisent à leur manière dans le world building de l'auteur, mais le temps de quelques secondes, elles nous sortent un petit peu de l'histoire. Tout comme Robin Hobb, qui elle nous fait part de son monde et de son world building avant chaque chapitre, J. Christophe, lui, il le fait en passant par les notes en bas de page, et j'avoue que ça peut en déconcentrer certains, puisque on a une phrase, le petit 1 qui renvoie à la bas de page, donc on s'arrête au milieu de la phrase, on va lire et on revient. Donc bon, après, c'est une façon d'introduire le monde parce qu'en plus, il a énormément d'humour. Il y a des petites pointes et des petites piques par-ci par-là et qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. Donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai adoré le livre, donc il n'y a pas de doute sur ça. Mais bon, sachez juste voilà, que ces notes en bas de page existent. Le 3e livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la série Le Mystère Blackthorn de Kevin Sands. En résumé, l'accroche qui m'avait vraiment intéressée, une intrigue trépidante, construite comme un jeu de piste. Le résumé : Londres, 1665. Christopher Rowe, 14 ans, est apprenti chez Benedict Blackthorn, un apothicaire renommé. Celui-ci l'a pris sous son aile il y a 4 ans et lui a enseigné tous les secrets de fabrication des potions et remèdes. Mais depuis quelques mois, l'angoisse pèse sur Londres, une organisation occulte s'attaque aux érudits de la ville. 3 apothicaires ont déjà été assassinés. Et la menace semble se resserrer de plus en plus autour de l'officine de Benedict Blackthorn. Jusqu'au jour où Chris découvre un message codé de son maître bien-aimé avec un avertissement « N'en parle à personne ». Il y a 4 tomes, c'est de la littérature jeunesse et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce petit tome 1, enfin petit. C'est écrit gros, mais ça fait quand même un gros bouquin parce que ça reste de la littérature jeunesse. Mais on a un rythme haletant sur 6 jours. Voilà, l'intrigue elle se passe sur 6 jours. On a également une sorte d'épilogue de 18 jours, mais pendant 6 jours, on suit notre jeune apprenti apothicaire qui a la chance d'avoir un tuteur profondément gentil et bienveillant. On se régale à suivre cette vie tranquille jusqu'au jour où tout se transforme en cauchemar et en course contre la montre. Entre jeux de pistes, énigmes et enquêtes, on suit Chris, un jeune ado de 13 ans qui, en l'espace de quelques jours, doit apprendre à survivre, à se défendre contre les personnes mal intentionnées qui l'entourent, tout en faisant le deuil de quelque chose. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, il se prend un truc en pleine tronche et il doit gérer tout ça. Et en quelques jours, il doit aussi
réussir à survivre et à montrer qu'il n'est coupable de rien et que il va lui aussi résoudre cette histoire et qu'il va trouver le fin mot de l'histoire. Donc, heureusement qu'il est accompagné de son meilleur ami Tom, qui le soutient vraiment envers et contre tous. C'est vraiment une histoire d'amitié indéfectible. Malgré tout ce qui lui tombe dessus, on est avec Chris, de A jusqu'à Z dans sa quête de vérité, et on essaye tout comme lui de résoudre le jeu de piste que son maître Benedict Blackthorne lui a laissé comme un héritage et un adieu. On a vraiment un jeu de piste. On a vraiment des phrases à décoder, à trouver le code pour pouvoir savoir ce que la phrase veut dire. Il y a vraiment de quoi nous faire passer un petit moment à nous arracher les cheveux pour essayer de comprendre l'histoire. Je trouve que pour les enfants, ça peut être sympa. C'est fort en émotion. Et ce que Chris découvre à la fin de ce tome-là donne envie vraiment de lire les 3 tomes qui suivent. Alors, suivez mon conseil, lisez-le. Pour le 4e livre, la pioche a choisi Le Tyran des songes d'Oren Miller. En résumé, Emma lit dans les âmes. Elle voit le vrai visage de ceux qu'elle croise, et elle déteste ce talent qu'elle subit depuis l'enfance. Mais d'autres, dans l'ombre, l'observent aussi, et vont lui montrer que toute sa vie n'est que mensonge et redoutable illusion. Emma plonge alors dans un univers cruel où dieux et déesses antiques, sorciers, magiciennes et autres créatures se disputent une partie d'échecs grandeur nature dont elle est l'enjeu. Elle doit alors s'enfuir, éviter les dangers, survivre coûte que coûte et découvrir pourquoi le marchand de sable s'intéresse autant à elle, excepté que l'un des joueurs de cette folle partie n'est pas comme les autres. La mort n'aime pas perdre, elle n'aime pas non plus attendre. Alors quand la mort se trouve assez proche pour souffler sur votre nuque, vous n'avez que 2 options. Gagner ou courir, toujours plus vite. C'est un one-shot d'urban fantasy où on retrouve l'humour noir d'Oren Miller, qui est toujours un plaisir à lire. J'ai adoré cette nouvelle histoire qui utilise la mythologie et les légendes comme base de l'intrigue. Et suivre Emma dans la compréhension de son nouveau monde était un régal. La mort a un humour noir, décapant, et tous les proverbes ou, les expressions où la mort entre en jeu prennent vraiment tout leur sens. Un petit exemple. Personne ne contrarierait la mort. Le problème était, en fait, inverse. La mort contrariait tout le monde. Faire de la faucheuse un personnage à part entière à l'humour caustique, mais finalement bien plus profond qu'il n'y paraît, rend ce roman vraiment intéressant à lire. J'ai adoré. C'est un gros pavé, mais qui se lit finalement plutôt vite, et on prend plaisir à découvrir la suite de l'histoire d'Emma, mais pas que. On y découvre aussi Hypnos, Orion, Astrée, Cerbère, tant d'autres de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. Le vivier des personnages est dense, mais ça en vaut le coup. Je vous le promets. N'hésitez pas à lire ce roman si vous aimez la mythologie, comme par exemple aussi la série Good Omens de Neil Gaiman et Terry Pratchett. On a vraiment des personnages au caractère bien trempé et surtout un humour noir. Allez-y, foncez! Le 5e et dernier livre de ce mois de mai, c'est La Cage dorée de Camilla Lackberg. Le résumé ? Alors, l'accroche, la vengeance d'une femme est douce et impitoyable. Le résumé ? Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de Stockholm. Pour eux, ça peut très bien être le plus choc, mais bon, les plus chics de Stockholm. Faye semble tout avoir, mais de sombres souvenirs de son enfance à Vjalbacka, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, sinon toutes mes excuses à cette ville. Donc ces souvenirs d'enfance la hantent, et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Lorsqu'il l'a trahi, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se met à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance. Bon, comment vous dire ? Habituellement, je suis fan de l'écriture de l'autrice.
j'ai lu la plupart des enquêtes d'Erika Falk et Patrick Ekström, mais malheureusement, avec cette histoire, ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'ai pas su apprécier le récit de vengeance de cette femme bafouée. On découvre son histoire personnelle tout au long du roman. L'autrice alterne entre chaque chapitre un moment du passé et un moment du présent. On comprend comment elle en est arrivée là, à ces extrêmes, mais voilà, je n'ai pas aimé. Ce livre aborde pourtant un sujet très grave, la façon dont les hommes peuvent traiter les femmes et surtout leurs propres femmes. Cela réunit de nombreux portraits de femmes qui ont souffert à cause d'un homme, qui se sont écrasées ou qui ont laissé tomber. Peut-être que c'est cela que je n'ai pas aimé, la dépendance à un homme. Je préfère de loin les femmes badass comme Mia Corveret de Nevernight ou Buffy, comme Buffy contre les vampires, qui sont pour moi indépendantes et fortes malgré leur fragilité. Et peut-être que je n'étais pas dans le mood pour lire une histoire comme ça. Après avoir lu les autres livres du mois de mai, avec des personnages vraiment bien dessinés, au caractère bien trempé, peut-être trop de fantaisie et là un petit peu plus de contemporain, un petit peu plus de réel. Même si Faye, en prenant sa revanche, reprend les rênes de sa vie, même si j'étais ravie qu'elle ait pu réussir et très finement en plus à aboutir à sa vengeance, voilà. Mais bon, si vous aimez les histoires entre le film Gone Girl, qui est basé sur le livre Les apparences de Gillian Flynn, ou peut-être Un soupçon de Millennium, la série de Stieg Larsson et David Lagercrantz, que j'ai adoré, soit dit en passant, alors ça devrait vous plaire. Et maintenant, nous passons à la chronique d'écriture. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce mois de mai a été vraiment intense pour moi à vivre. J'y ai vécu pas mal de choses que j'ai envie de partager avec vous. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop du temps que ça va prendre. Mais bon, j'espère que vous trouverez mes propos intéressants et que ça vous donnera envie de vivre les mêmes aventures. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'atelier d'écriture organisé par la librairie La Grange aux Livres à Augan, dans le 56, dans le Morbihan, auquel j'ai participé au début du mois de mai pendant un week-end prolongé que j'ai fait en Bretagne. On a fait un atelier d'écriture qui était basé sur le thème du travail, en partant d'une citation de Pontus. Désolée, je n'ai pas noté cette citation et du coup je ne l'ai pas retenue. Alors j'espère que ça ne perturbera pas trop le déroulé de cet atelier et que vous comprendrez les tenants et les aboutissants. Mais bon, dans le principe, c'était assez sympa. Il fallait faire une quête de mots à l'aveugle. En binôme, nous devions récupérer 3 mots, les yeux bandés. Nous étions lâchés dans la librairie pour partir à la recherche de ces mots. C'est notre camarade qui nous emmenait, puisque nous on avait les yeux, le binôme avait les yeux bandés, donc c'était forcément l'autre personne qui nous dirigeait dans la librairie vers les rayons. Et arrivé devant une des bibliothèques de la librairie, on découvrait nos yeux et on devait choisir le premier mot qui nous venait en regardant les titres des livres qui nous étaient présentés ou en tout cas peut-être le sujet qui était abordé sur ces étagères. On devait effectuer cette manipulation 3 fois chacun. Une fois qu'on avait choisi ces mots, ils étaient mélangés dans une boîte. Et ensuite, on devait partir chacun séparément dans une sorte d'exploration de la librairie. On devait regarder les couvertures, les illustrations des livres sur les rayons qui devaient représenter pour nous un souvenir de travail ou quelque chose en rapport avec le travail. Le livre que j'ai choisi, après beaucoup de difficultés à choisir parce que j'ai eu beaucoup d'emplois différents dans des domaines différents et je savais pas trop lequel choisir, mais quand j'ai vu la couverture de La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey d'Esther Fox, que vous retrouverez, soit dit en passant, dans mes prochaines lectures, bien entendu, il a rejoint ma palle parce que j'ai craqué sur la couverture, pas que pour l'atelier,
mais aussi pour la couverture, le résumé, et j'ai pas pu résister. Je l'ai acheté. Donc, je reviens sur le sujet de l'atelier d'écriture. Donc, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j'ai pris la mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey et pas un autre. En dehors de sa beauté, bien sûr, j'avais quand même un objectif. Mon choix s'est porté sur lui, car durant mes études, j'ai travaillé dans une bibliothèque et j'y ai passé les 10 plus beaux mois de ma vie. Franchement, je me suis régalée dans ce job étudiant et je ne regrette pas un seul instant d'avoir vécu ça. Et donc, mon choix s'est porté sur la mystérieuse bibliothèque. Puis ensuite, l'étape d'après, c'est que nous devions, dans ce livre, prendre une page au hasard et noter sur un petit papier la première phrase qu'on trouvait sur la page de droite. La contrainte qui nous a été donnée, c'était de donner sa phrase à quelqu'un du groupe après que celui-ci ait pioché 3 mots dans la boîte et qui, en les lisant, nous faisait penser, ou pas, à notre phrase. Et si ça pouvait correspondre, on lui donnait notre phrase. Le sujet de cet atelier d'écriture, c'est on a tous été un petit peu perdus dans une première journée de travail. Racontez-nous le premier jour de travail de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Quand ça a été mon tour de choisir les mots, j'ai eu le droit à pyjama, occasion et politique. Autant vous dire que je me suis dit « Oula, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire sur le sujet ? Aïe, aïe, aïe !» La phrase qu'on m'a donnée à la lecture de ces 3 mots, c'est « Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui », soupire le pauvre papa. Le temps qui nous était imparti, c'était 30 minutes pour composer un petit texte reprenant ces 3 mots, la phrase et le souvenir de travail. Est-ce que vous seriez intéressé par la lecture de ce petit texte ? Êtes-vous curieux de savoir ce que j'ai bien pu écrire ? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas me donner votre avis, là, maintenant. Mais espérons que cela vous intéressera, car je vais vous le lire. Alors soyez indulgents, n'oubliez pas que j'avais des contraintes, des consignes, des mots vraiment spéciaux, et que je n'avais que 30 minutes. Alors, assez tergiversé, je me lance. Je vais vous lire donc le petit texte que j'ai écrit pour cet atelier d'écriture. Je vous rappelle les 3 mots que j'avais. Pyjama, occasion, politique. Et la phrase « Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui », soupire le pauvre papa. Aujourd'hui était mon premier jour en politique. Je ne me sentais pas très bien réveillée. La nuit avait été difficile. Je n'avais fait que me retourner, angoissée à l'idée de commencer cette nouvelle journée. Papa m'attendait en bas. Il avait dressé la table du petit déjeuner. L'odeur du café me chatouilla le nez et me ramena au dernier jour de mes études. Quelle joie j'avais ressentie alors d'avoir enfin mis le clap de fin sur ces longues et studieuses années. Assis devant ma tasse, je respirais profondément et me persuadais que c'était là l'occasion de pouvoir faire changer les choses dans mon pays. « Alors, mon grand, comment vas-tu en cette belle journée ?» me demanda mon père en me versant un verre de jus d'orange. « C'est un grand jour, je le sais, mais je commence déjà à sentir le poids de ma nouvelle activité, » m'inquiétai-je. Fermant les yeux, me massant le visage, je pris soin de faire le vide. Je jouais mon va-tout ce matin, je devais détonner devant tous ces vieux politiciens. L'avenir de notre gouvernement était entre mes mains. Je ne pouvais pas me tromper ou dire des bêtises. Un peu comme à la rentrée, quand on veut faire partie de la meilleure bande et qu'on se montre sous son meilleur jour tout en restant discret. Croisant mes mains, pour faire crier ma peur par les jointures, je bus une dernière gorgée de cette ancienne existence et pris le chemin de la nouvelle. Ma sacoche à la main, je sortis en saluant mon père. Les oreilles tendues, je crus entendre « Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui », soupirait mon pauvre papa. La route était droite devant moi, créant l'illusion que tout se passerait bien. Je me raccrochais à cette idée, respirant de nouveau profondément à la porte du ministère. Les flashs crépitaient bruyamment et je fus vite aveuglée. Les rires fusèrent tout autour de moi. Ne comprenant pas ces exclamations, je regardais tout aux alentours, puis je compris avec effroi que j'avais gardé mon pyjama. La voilà ma première impression,
quel beau travail! Moi qui voulais du changement, c'était un grand changement, celui d'un président qui gouverne dans sa tenue la plus discrète. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est délicat de partager des textes qu'on a écrits en 30 minutes sans les retravailler. J'espère que mon premier jet n'aura pas été si mauvais et qu'il vous aura fait rigoler. Surtout rigoler, parce que c'est le but du jeu. Mais bon, j'espère que ça vous donnera aussi envie peut-être de tester de votre côté et de voir si vous pouvez écrire un petit texte sur le même sujet avec des contraintes identiques. Le deuxième point d'écriture que je voulais vous raconter du mois de mai, c'est le défi du roman captivant organisé sur 4 jours par Aude Vivet d'Écrire et Inspirer auquel j'ai participé. Pour nous aider à écrire des romans captivants, Aude Vivet nous a proposé gratuitement un week-end de 4 jours intenses composé de masterclass en live le matin pour parler d'un point précis, comme les personnages, les enjeux, la tension narrative, la structure narrative, le voyage émotionnel entre autres, et l'après-midi, un live de questions-réponses pour nous permettre d'approfondir les différents sujets abordés. Chaque journée avait son défi d'écriture que nous pouvions partager si nous le souhaitions sur un Discord spécialement ouvert pour cela. Vous allez me dire, mais puisque tu as fait l'ICAR, pourquoi faire d'autres formations ? Eh bien parce que chaque intervenant est différent et que la vision de tout un chacun permet une meilleure appréhension d'un point développé. Suivre les conseils et les retours d'expérience d'autres auteurs ou professionnels du monde du livre, je trouve ça passionnant. Ça m'aide à devenir l'autrice que je veux être. Grâce à eux, nous avons plein d'expériences pour illustrer les propos et cela nous donne vraiment des outils efficaces pour y arriver. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller visiter la page internet de écrire et inspirer.com. écrire et inspirer.com. Aude propose des formations, du mentorat et organise aussi régulièrement les Inspiriales de l'écriture où pendant 5 jours, 5 intervenants professionnels de l'écriture proposent 5 masterclass en direct et en ligne durant un week-end. Une table ronde pour ouvrir le séminaire accessible gratuitement et un espace en ligne dédié pour échanger entre participants et intervenants. Se motiver et écrire ensemble, c'est le but de toutes ces formations, de toute cette communauté d'auteurs. Parce que être avec d'autres auteurs, que ce soit en herbe ou des auteurs professionnels, en fait, ça n'a pas de prix. Pour un auteur qui veut améliorer son écriture, c'est une expérience incroyable. Et ça nous rend moins seuls, moins solitaires face à un texte. Et si on a des questions ou si on bute sur des sujets, on a toujours des gens vers qui se retourner pour pouvoir discuter, réfléchir et voir avec eux les différents points qu'on n'arrive peut-être pas ou apporter notre propre vision des choses. Donc voilà pour cet atelier d'écriture. Je vais pouvoir passer maintenant à la chronique, mais pas que. Toujours pendant mon petit week-end en Bretagne, je suis allée au premier salon du livre à la bibliothèque de Porcaro, toujours dans le Morbihan. Et j'y ai suivi une conférence sur la bibliothérapie, animée par Silvia Vanozzi. Le thème de cette conférence m'intéressait beaucoup et j'avais envie d'en savoir plus. Mon appétence pour la lecture, comme vous le savez, et mes études de psychologie réunies dans une même profession, ça m'a tellement hypée, comme disent les jeunes, que j'ai voulu y assister. Alors en gros, pour vous dire un peu qui est Silvia Vanozzi, c'est une bibliothérapeute humaniste d'origine italienne qui nous a fait une belle présentation de son métier et des idées qui la traversent. Enfin, qui le traversent. Et qui la traversent elle aussi, bien sûr. Mais vous allez me dire, c'est quoi la bibliothérapie humaniste ? Alors comme elle nous l'a très bien expliqué, je vous la cite, c'est une méthodologie de lecture qui favorise le bien-être de la personne. Elle permet d'utiliser la lecture d'un roman pour accomplir un voyage intérieur et introspectif avec le soutien d'un facilitateur et grâce à un miroir ancien et puissant, la fiction. Elle nous a retracé l'origine de ce métier, expliqué ce qu'était l'approche humaniste, créative et donné des exemples pratiques pour nous permettre d'en comprendre tout l'intérêt. De façon générale, sur Wikipédia, la bibliothérapie, c'est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie. C'est un moyen pour résoudre les problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée.
La bibliothérapie nous permet, à travers nos lectures, de vivre des événements par procuration et de voir comment le héros fait pour s'en sortir, ou pas. Voir arriver les difficultés à une autre personne, fictive ou pas, peut permettre de prendre de la distance, de donner des pistes de réflexion pour se soigner soi-même. C'est un accompagnement, un outil qui donne les moyens au lecteur de prendre du recul, de l'aider à avancer ou au mieux à comprendre les émotions qui le traversent. Même si cette discipline a pris naissance dans l'Antiquité, lorsque les philosophes ont décelé les pouvoirs des mots sur l'esprit, c'est surtout au XXe siècle que la bibliothérapie a vraiment démarré, quand Sadie Peterson Delaney, bibliothécaire de profession, a découvert les bienfaits de la lecture sur les victimes de la Première Guerre mondiale. Si ce métier vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller sur Internet pour trouver les références qui pourraient vous plaire. Vous pouvez déjà retrouver Silvia Vanozzi sur son site internet, silviavanozzi1.wix. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, les orthographes, les références, je vous mettrai tout dans la barre de description. Et vous pouvez également la retrouver sur son podcast Comme un voyage, qui sillonne les routes insolites de l'art et de la culture entre l'Italie et l'ailleurs. Vous pouvez aussi lire un livre que j'ai commencé à lire pour justement en savoir un peu plus sur la bibliothérapie. C'est 100 idées pour pratiquer la bibliothérapie de Marine Ninadeni. Vous pouvez la suivre sur sa page Instagram, @marina_ninadeni, où vous pouvez également lire Les livres prennent soin de nous pour une bibliothérapie créative de Régine Detambel. Visitez son site internet, régine-detambel.com, se former à la bibliothérapie, ou encore lire Éloge de la lecture, la construction de soi de Michel Petit. Bref, je vous donne des références, mais je ne doute pas un seul instant que si vous êtes intéressé par cette profession, ce métier, cette façon de pouvoir se soigner par les livres, vous trouverez plein d'autres références sur le net. Toujours pour profiter de mon week-end en Bretagne, oui, j'ai vraiment profité de ce week-end en Bretagne à fond. Je suis allée au salon du Westurland à Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine, le 35. C'était un chouette salon où je me rendais pour la première fois. Il y avait plusieurs spots où se rendre pour découvrir tout ce que le salon avait à offrir. Des conférences, des stands d'associations, des tentes auteurs, des libraires, des food trucks. Dans la tente des auteurs, j'y ai croisé Sarah Delisle, Caroline Blinot et Aurélie Croiset. J'ai craqué aussi pour un livre édité par HPF Éditions, une maison d'édition associative spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. L'association Héros de papier froissé promeut la littérature sous toutes ses formes et je trouve que c'est un bon point de départ. Dans la tente des libraires, enfin plutôt dans le chapiteau de cirque, c'était super sympa d'ailleurs comme lieu à découvrir, se trouvaient plein d'auteurs en dédicace, comme Lionel Davoust, Estelle Faye, Ariel Hotzmann, Siècle Vailban et plein d'autres. Les auteurs se trouvaient au centre et les artisans tout autour. Mais je n'y ai pas croisé que des auteurs connus. Il y avait aussi une de mes camarades de promo, Licard, salut les Polaris, qui était en cosplay et c'était vraiment sympa de pouvoir se rencontrer en vrai. Coucou Alizé. Comme vous devez vous en douter, j'ai dépensé un peu d'argent. Voici la liste donc des livres qui ont rejoint ma palle mystère. Et oui. Alors, il y a Coraquès, les enfants maudits de Caroline Blinot. Le résumé, Chrysanthe est une pythie au service d'Apollon. Une nuit, une vision la frappe. Entourée de cadavres putréfiés déformés par une maladie sombre et mystérieuse, elle entrevoit la chute prochaine d'Athènes et se voit maudite par une entité redoutable qui la prendra en chasse. Le même soir, l'arc d'argent d'Apollon protégé par la gardienne Danaé est volé. Dans le port du Pirée, un navire égyptien s'échoue et libère le mal entrevu par la Pythie. Agent, mercenaire, est le seul survivant de cette tragédie. Il se réveille sur une plage, l'arc d'argent en main. Tous les trois ignorent tout de la tragédie se jouant à leur insu. En quête de leur propre liberté, ils devront faire face à leur destin, un futur teinté de fatalité. Si vous voulez savoir mon avis, restez connectés, quand la pioche le choisira, je ne manquerai pas de vous en parler. Le deuxième livre, donc, qui a été édité par cette fameuse maison d'édition associative dont je vous parlais plus tôt, c'est Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino. Le résumé, une ville morte, des ruelles fantômes, des bâtisses creuses.
du TOC, un assemblage bancal de souvenirs reconstitués, pétrifiés, intemporels. Des âmes errantes. Capucine, résidente aguerrie de ce monde désolé, en connaît les monstres. Elle guette les nuées à l'horizon, elle évite les autres réfugiés, jusqu'au jour où elle rencontre Albin, un scaphandrier relié au ciel par le conduit de son casque, fil incongru s'élevant à travers les nuages. De la série d'événements qui l'a propulsé ici, il ne garde que des souvenirs éparses. Est-il mort ? Nicolas se réveille au milieu d'une forêt, son smoking fichu, un portable qui ne capte pas, et plus qu'une cigarette en poche. Ses compagnons d'infortune semblent aussi fous les uns que les autres. Est-ce l'enfer, le purgatoire ? Mais que fait une gamine comme Angelica dans un endroit pareil ? Idem, vous aurez la suite au prochain épisode. Le troisième et dernier livre pour lequel je me suis fait plaisir, c'est L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset, avec qui j'ai eu d'ailleurs une petite dédicace. Merci. Le résumé, Paris, début du 19e siècle, Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marianne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne. Jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marianne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complot, de jalousie et de traîtrise. Et voilà, en ce qui concerne cette petite chronique, mais pas que, je suis arrivée à la fin. Nous allons donc pouvoir passer à la petite question du jour. Livre papier, brochet, relié, poche ou livre numérique ? Très bonne question. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une très bonne question. Alors, je dirais que je suis mitigée. Moi, perso, j'ai les deux. J'ai des livres papier dans ma bibliothèque parce que, comme vous le savez depuis le début, je suis une fille qui craque devant l'objet livre, totalement et entièrement. Ça me fait le même effet qu'une belle chaussure en vitrine dans un magasin. Moi, c'est les livres qui me font craquer. J'ai aussi une petite liseuse Kobo et j'ai également l'application Kindle sur mon téléphone. Disons que pour le livre numérique, c'est pratique parce qu'en fait, t'as pas besoin d'emporter toute ta bibliothèque avec toi quand tu pars en vacances, par exemple, ou quand tu te déplaces. Tu peux n'avoir que ce petit livre numérique qui prend pas beaucoup de place dans ton sac à main, qui pèse pas très lourd, mais qui peut contenir des centaines de livres et du coup, ça te permet d'avoir un accès à tout moment à tes livres. Et de l'autre côté, c'est tellement bien d'avoir un livre papier, ça sent bon. J'adore toucher la couverture, toucher les pages, toucher la tranche du livre, caresser le livre, je sais pas, j'aime les livres. C'est désespérant, mais j'aime les livres. Les livres papier. Alors après, entre brochet, relié et poche, j'aurais tendance à dire que pour le budget, un poche, ça vaut quand même vachement plus le coup. Mais bon, quand tu es dans une série, par exemple, et que tu as lu les premiers tomes en poche, mais que tu peux pas attendre d'avoir la suite, tu vas te diriger direct sur le brochet. Oui, parce que c'est difficile d'attendre. On peut pas. Enfin, moi, j'avais fait ça pour Miss Peregrine. J'ai acheté les premiers en poche, mais après, j'ai pas résisté, quoi. Je pouvais pas attendre. Dès qu'ils sont sortis les derniers tomes, je les ai achetés dans la superbe version qui était un objet papier, mais alors magnifique, avec des photos, des arabesques, enfin quelque chose de bien, quoi. Après, le relié, je dirais que j'en ai pas beaucoup. J'en ai même carrément pas dans ma bibliothèque physique. J'en ai dans mon petit trolley qui est là où je range toute ma palle, puisque j'ai acquis 2 livres dernièrement en relié, un en neuf et un que j'ai réussi à avoir en occasion.
Alors, il est un petit peu abîmé, celui d'occasion, mais bon, un livre qui était à 28 €, je l'ai payé 17 €. En relié avec le jaspage, la jaquette et tout ce qui va avec, je me suis dit, bon bah voilà quoi, c'est pas trop grave, il est juste un petit peu corné au niveau de la jaquette. Et puis, il y a des petites taches sur le dessus de le haut du livre sur le jaspage, mais bon, on va dire que ça fait partie du charme du livre. Il a vécu, il a été aimé par quelqu'un, il a été lu, et du coup... il vient continuer sa vie dans ma palle. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire que les deux c'est bien, franchement. Là j'avoue que cette année, avec mon challenge du livre mystère, bah forcément ça va être difficile de vous cacher un livre numérique, hein, ou de le piocher, c'est un peu compliqué. Donc c'est plus facile de gérer ma palle avec un livre papier. Donc cette année, on va dire que c'est exceptionnel. J'ai plus acheté de livres papier que de livres numériques. Après, il y a aussi cette histoire de prix avec lequel j'ai un petit peu de mal. Je sais qu'il y a certains livres que je me suis procurés en numérique parce que pareil, je pouvais pas attendre qu'ils sortent en poche, et comme ils sortaient d'abord... en numérique, je les ai achetés en numérique, mais 10 balles, un livre numérique, je crois que même j'ai dû dépenser pour un des tomes des détectives du Herscher, j'ai dû dépenser 14 balles. Non, pas pour un livre numérique, 14 €, non. Je l'ai fait une ou deux fois, mais je le referai pas. C'est pas possible, c'est un livre numérique, quoi. Ça a pas le même impact qu'un livre papier. Donc un livre papier, dépenser 14, 20, 25 €, ouais. Bon, 25 € pour un livre relié, hein, pas un brochet, ni un poche. Mais bon, voilà. Là, c'est le petit bémol du livre numérique, c'est que sur Amazon, on peut trouver des livres numériques à des prix vraiment intéressants. Surtout qu'il y a très régulièrement des OP, des OP soit organisés par Amazon, soit je sais que l'année dernière, je m'étais procuré quelques livres. C'était une OP, j'ai oublié son nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre des infos. C'est une OP où les livres étaient à, je crois, 1,99 €. Donc, forcément, les livres numériques, 1,99 €, c'est plus facile de craquer que sur un livre numérique à 14 €. On est bien d'accord. Mais bon, voilà. Après, chacun son point de vue, chacun son avis. Moi, c'est le mien. Vous pouvez également me laisser des commentaires avec vos propres questions ou les sujets que vous souhaitez voir plutôt écouter, parce que ce serait plutôt le terme approprié, que vous voulez écouter sur le podcast. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur ma page Instagram Jess Angel. C'est la page où je suis le plus souvent. Donc c'est plutôt là que vous me trouverez. Si vous m'envoyez un message, c'est plutôt là que je pourrais vous répondre. Et voilà, la fin de l'épisode arrive. Je vous ai fait la chronique des lectures du mois de mai. Je vous ai parlé de mon atelier d'écriture et de mon défi d'écriture. Je vous ai parlé du salon du livre de Porcaro et de cette conférence à laquelle j'ai assisté sur la bibliothérapie, ainsi que le salon du livre de l'Ouest-Hurlan. Et nous avons j'ai surtout discuté, moi, sur le format livre que l'on préfère pour lire. Et voilà, nous arrivons vraiment à la fin cette fois. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez fait plein de nouvelles découvertes pour compléter vos propres collections. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir passé le cap des plus de 320 écoutes sur mon podcast. J'ai halluciné ces derniers jours de voir la vitesse à laquelle mes statistiques avaient augmenté. J'ai halluciné. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre fidélité. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite. Bye bye!